C'est quoi pour toi la réussite? C'est comprendre quelle est sa mission de vie et ne pas douter qu'on va y arriver. Il faut jamais renoncer. Il faut se dire que si c'est pas le moment, ça viendra plus tard. Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers-Natral, la fondatrice de Pourquoi pas moi, l'auteure de Et si je changeais de métier et la créatrice d'un bilan de compétences nouvelle génération. Trouvez ma mission de vie et écoutez ma petite voix. Finançable à 100% avec votre CPF. Grâce à des témoignages sans coupe, découvrez les véritables coulisses de ceux qui ont écouté leur petite voix. Pourquoi pas moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Cela fait près d'1 an que j'ai pris contact avec Natacha. Son interview a été décalée plusieurs fois, mais j'aime à croire que c'est parce que ce n'était pas le bon moment. Natacha est une femme exceptionnelle qui accomplit clairement sa mission de vie. Et je l'en remercie de tout cœur, car pour avoir testé plusieurs de ses protocoles, je suis clairement impressionnée par les effets. Natacha s'est donné les moyens d'accomplir ses rêves. Elle est entrée par la porte de la vente d'espaces publicitaires pour intégrer les médias. Elle est repartie de zéro pour apprendre tous les métiers de la production audiovisuelle jusqu'à devenir une réalisatrice de documentaires reconnue. Elle prend son envol avec l'écriture du livre « La clé de votre énergie », puis « Trouver ma place ». Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Natacha Callistremé. Bonjour Natacha. Bonjour Charlotte, ravie d'être là. Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît? Alors, j'ai choisi les cyclamènes pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'un cyclamène, ça peut être chez soi, mais ça peut être sauvage. Et il y a cette forme chez moi de à la fois quelqu'un de sauvage, c'est-à-dire j'aime ma tranquillité, j'aime ma solitude, j'aime la nature à un point fou. Et en même temps, j'aime aussi la ville et me retrouver voilà, voilà. Donc, il y a ce côté ville et cyclamène des villes et cyclamène de forêt qui est en moi. Et puis, ce que j'aime beaucoup dans le cyclamen, c'est que pour les personnes qui ont eu l'occasion de se promener dans la forêt au printemps, ça couvre les sols de violet à perte de vue. Et il y a quelque chose comme une transmission. Moi, j'ai besoin de me sentir utile et quelque part, je me dis que enfin voilà, plein de cyclamènes dans la forêt. D'abord, c'est joli, et il y a quelque chose qui prend forme, qui attire le regard, et que l'on voit, qui est magnifique. Et voilà, et j'ai envie, à travers ce que je fais, de répandre ma façon de voir les choses, d'avancer. Voilà. Et en même temps, ben, c'est tout petit, ça demande rien à personne. C'est voilà, et il y a cette forme, voilà, on reste petit aussi, qui me correspond bien aussi, voilà. Et sachant que moi, les cyclamènes, j'ai un affect particulier parce que c'était les fleurs préférées de ma grand-mère. Elle en avait sous son grand cèdre. Et pour moi, les cyclamènes, c'est aussi les fleurs du coup qu'on voit dans les cimetières. Il y a un lien aussi peut-être avec ton histoire, de lien avec la connexion avec nos ancêtres. Ouais, oui, bah tu en parles là. J'aurais pas fait le rapprochement. Pour moi, c'est pas une fleur de cimetière, mais pourquoi pas? Je trouve ça très joli et ça me fait penser instantanément aux Maasai qui plantent des arbres sur comment dire, là où ils ont enterré leurs morts pour la connexion avec le ciel et j'aime bien. Donc oui, pourquoi pas avec plaisir que cette connexion je suis ravie. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton enfance? Alors, mon enfance, je pense elle a prédestiné à ce que je suis aujourd'hui, puisque j'ai une sœur jumelle, Lydie Castel, qui est numérologue, une des comment dire, première numérologue en France aujourd'hui, et une petite sœur, Laetitia, qui est hélas décédée. À ce jour, qui fait partie des drames de ma vie. Et comment dire, l'enfance, bah, c'est un peu comme toutes les enfances, avec des hauts et des bas, avec quelque chose de magique malgré tout sur le plan de la gémilité, c'est que depuis toute petite jusqu'à ce qu'on prenne chacun notre route autour de 18 ans, on s'est parlé toutes les nuits
jusqu'à parfois 2 heures du matin, et on a fait pratiquement une psychanalyse euh, tous les jours à se poser des questions, et elle me renvoyait de la même manière que je lui renvoyais une image de moi-même. J'avais mon double en face de moi, même si on n'a pas le même tempérament, même si on est très différentes. Quelqu'un qui a les mêmes capacités physiques. On faisait de l'athlétisme, on finissait au même chrono, au centième de seconde près. Donc finalement, il y a une forme de compétition dans laquelle l'ensemble des personnes vous place, alors que vous n'en avez pas envie, et qui fait que vous devez non seulement dépasser quelqu'un, mais surtout vous dépasser vous-même. Donc ça donne une certaine forme de courage, un sentiment qu'il faut se dépasser pour pouvoir exister. Et en même temps, la société veut qu'on vous appelle les jumelles, et donc vous n'avez pas de prénom. Et donc exister, que ce soit au collège, au bahut, etc., au lycée, et même après BTS et compagnie, voilà, sous la forme Natacha et elle la forme Lydie, c'est compliqué. Et donc trouver sa place dans ce contexte-là, voilà, je pense que j'ai été prédestinée dès le départ à écrire ce livre, trouver ma place parce que c'était compliqué et parce que c'était important. Alors ça donne une force géniale parce qu'il y a un côté rouleau compresseur quand vous arrivez à deux en disant elle un argument, moi un autre, etc. Bon, il y a personne qui tenait en face, hein. Donc oui, on a eu ce côté un peu rouleau compresseur. Et j'ai pensé à un moment donné en nous éloignant l'une de l'autre, on arriverait à trouver notre place, mais c'est jamais aussi simple. Donc, c'était vraiment ma mission. Et donc, en ça, c'est fabuleux. Et je pense que c'est une vraie chance d'avoir eu, voilà, d'avoir une sœur jumelle et une petite sœur aussi qui permet de voir les choses autrement. Et, euh, et voilà. Donc une enfance joyeuse, une enfance avec des parents qui aiment la nature, qui s'enthousiasment de tout et de rien, et qui voyagent beaucoup en France et qui prennent la voiture pour faire 250 kilomètres pour aller voir une chapelle ou un musée. Et donc voilà, beaucoup de curiosité. Et puis l'amour des mots du côté de mon père, qui a un dictionnaire en livre de chevet, et puis une énergie incroyable du côté de ma mère, énergie, je pense que j'ai récupérée, enfin voilà, dont j'ai hérité. Donc voilà, une enfance plutôt agréable et plutôt avec l'adversité, bien sûr, comme tout le monde, hein, mais globalement, voilà, très, plutôt constructive. Et c'était quoi tes rêves à toi quand tu étais petite fille? Alors moi, très vite, la légende, entre guillemets, dit que dès l'âge de 4 ans, mes parents ont dit Natacha s'occupera d'une grande cause. Pourquoi, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est venu assez vite. Et puis, à l'âge de 9 ans, je me souviens, je suis dans le salon de la maison de mes parents, et mon père me dit, le dernier rhinocéros noir vient de mourir. Et c'est un choc, mais incroyable. Et je me dis comment le deuxième ou le troisième, si on compte les baleines, baleine et l'éléphant, le troisième mammifère le plus gros de la Terre, peut s'éteindre. Et là, moi, c'est une horreur et une prise de conscience majeure. Et je me dis à ce moment-là, je veux faire en sorte que plus jamais cela n'arrive. Je ne sais pas comment faire, mais mon rêve, c'est plus une mission. Je veux faire en sorte que l'environnement, ça change. Et donc, moi, j'ai pas de poster de chanteur, de machin, etc. J'ai une petite photo de Cousteau, Jacques-Yves Cousteau, et je veux, voilà, c'est quelqu'un qui va œuvrer pour les mers, et je vais faire 10 ans de plongée sous-marine pour faire comme lui. Voilà, c'est mon modèle. Donc, mon rêve, c'est sauver la planète. Et quand tu dis ça, quand tu partages ça à ton entourage, comment ils appréhendent ça quand tu leur dis je veux sauver la planète? Oh, c'est Natacha avec ses rêves fous, mais n'empêche que pendant la récré, même voilà au lycée,
plutôt que de m'amuser, je vends des chocolatines, on dit comme ça dans le sud-ouest, et des croissants, et l'argent va à l'UNESCO. Voilà, donc ils comprennent, mais ça reste des rêves. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que à l'âge de 18 ans, je lis énormément, énormément, énormément. Je m'ultra-documente et ça n'a jamais cessé. Et je réalise que sauver la planète, c'est pas ma portée, et que peut-être que ce que je peux faire, c'est médiatiser ceux qui le font. Et assez vite, j'ai l'idée de devenir réalisatrice de documentaires, et ça pourrait s'appeler Les héros de la nature. Et j'ai ce rêve chevillé au corps en me disant, je veux rencontrer les gens qui donnent tout pour sauver les espèces animales en danger. Et ça va me prendre beaucoup de temps, mais je vais y arriver. Beaucoup. Du coup, ça se passe comment au moment justement du coup de choisir tes études, comment ça s'est passé pour toi? Alors moi, je décide de faire un BTS publicité et communication parce que c'est la seule chose qui m'amène vers quelque chose qui ressemble aux médias. Et puis, quand le BTS est terminé, je monte à Paris et je deviens commerciale. Et voilà. C'est pas tout à fait pareil du coup. Pardon? C'est pas tout à fait pareil du coup. Non, ça n'a rien à voir, mais c'est le seul moyen que je trouve en me disant la publicité, comment dire, vendre de l'espace publicitaire. La publicité, ça m'amène aux médias. Les médias, ça va m'amener peut-être à la télévision à la réalisation, et peut-être je vais y arriver. Voilà. Et tu avais ça du coup, tu avais déjà cette entre guillemets stratégie en tête? C'est-à-dire, je me dis, c'est comment je fais pour y arriver. Je connais personne. Je connais personne à Paris, je connais personne comme réalisateur, je connais que personne dans l'environnement. Comment je fais? Et je me dis, par le biais de la publicité, peut-être que je peux y arriver. Et donc, je vais vendre de l'espace publicitaire pour François. Ensuite, pour VSD Nature, je rencontre Nicolas Hulot, qui crée VSD Nature. Et puis, la chance, c'est que j'ai de très, très bons résultats en vente. Parmi les meilleurs, et je me fais recruter par un chasseur de tête qui me fait venir. Cette histoire, elle est incroyable. C'est-à-dire que je me marie avec mon premier mari, et il me dit on va aller s'installer à Bordeaux, et moi je dis mais non, mais moi ma vie elle est à Paris, etc. Et bon, je l'aime, et donc je dis bon, ok, on va rentrer à Bordeaux. Et puis finalement, je me dis bon, tous mes rêves, c'est terminé, je peux pas y arriver, j'y arriverai jamais, c'est impossible. Et il y a une personne, donc je suis directrice commerciale, qui travaille pour moi, et qui un jour me dit, il y a quelqu'un qui veut te parler. Alors, je dis qu'il vienne me voir. Il me dit non, mais il est mort. Je dis, de quoi tu me parles? Elle me dit, oui, il y a quelqu'un j'ai des connexions, il y a quelqu'un qui veut te parler. Alors là, je suis stupéfaite, je vais la voir, et puis elle me dit, voilà, elle me décrit, et je comprends que c'est un de mes grands-pères. Et il me dit, il faut que tu fasses ce pourquoi tu es venu sur Terre. Et là, j'ai dit l'environnement, et il me répond oui. J'en ai la chair de poule. Moi aussi, j'ai des frissons dans tout le corps. Et là, je me dis, waouh! Sauf que j'ai posé, enfin, j'ai dit à VSD que je partais dans le sud-ouest à la fin de la semaine pour monter toute une succursale publicitaire dans le sud-ouest. Et ça, c'est le premier jour. Bon. Puis, le lundi, Nicolas Hulot m'appelle. Il rentre du Nicaragua, je crois. Et il me dit, il faut que tu lises un livre extraordinaire. Je dis, offre-le-moi. Et il me dit, non, il faut que tu l'achètes. C'est un livre qu'on garde, etc. Tout ça, ça s'appelle L'Alchimiste de Paulo Coelho. Je l'achète. Et dans L'Alchimiste de Paulo Coelho, c'est un livre qui m'a bouleversée. Il parle de la destinée personnelle. Chacun a sa légende personnelle.
Et bam, je me reprends un coup dans la tête en me disant oh, mes rêves, mes rêves, mes rêves. Et puis, j'ai une amie qui débarque d'Inde. Elle vient dormir chez moi. Mon mari n'est pas là parce qu'il est en train de s'installer à Bordeaux. Euh, et, euh, et du coup, comment dire, je suis toute seule. Elle a 2 enfants, c'est la tempête. Et je finis la journée en me disant, mais je ne suis pas prête pour avoir des enfants. Enfin, je me rends compte qu'il n'y a rien qui fonctionne. Ma sœur jumelle m'appelle, c'est sans doute elle qui me connaît le mieux. Elle me dit, tu sais, il faut que je te dise que jamais je pensais que tu partirais de Paris et que tu viendrais à Bordeaux. Et comme ça, tous les jours. Et le vendredi à 17h, j'ai rendez-vous avec le patron de VSD pour signer le contrat pour partir dans le sud-ouest. Il est 17h et j'y vais pas. Et à 18h le vendredi, j'ai un appel d'un chasseur de tête qui me dit on a vu vos résultats commerciaux, on voudrait vous embaucher pour vendre de l'espace publicitaire à France Télévisions. La télé vient à moi. Et donc, je vais partir là-bas. Tout le monde va me prendre pour une folle. Et du coup, ton ex-mari, lui, part à Bordeaux? Non, il revient. Il revient, mais un coup de canif sérieux dans le contrat, parce que là, du coup, c'est pas du tout ce qui était prévu, quoi. Ouais. Donc voilà. Et puis, ce qui va faire en sorte que les choses vont d'ailleurs mal se passer après. Bon. Mais pas que ça, parce que dans la vie de couple, c'est bien sûr pas que ça. Et du coup, je vais petit à petit, voilà, quitter la publicité et puis revenir à zéro, apprendre tous les métiers autour, voilà, assistant de prod, assistant réalisateur. C'est compliqué. Financièrement, j'imagine que du coup, tu as dû revoir. Financièrement, c'est l'enfer, d'autant qu'avant, je gagne des fortunes. Donc, il a fallu vraiment. Donc, c'est pour ça que tout le monde me prend pour une folle, parce qu'on me dit tu quittes un confort d'une vie. J'avais des primes, mais indécentes, parce que voilà. Et là, il y a des mois où il y a rien, zéro, et puis 3000 francs à l'époque, et puis rien. Enfin bon, c'est très compliqué. Et donc tout le monde me dit t'es barjot. J'ai dit oui, mais les gars, moi j'ai un rêve chevillé au corps et je veux y arriver. Et à partir de ce moment-là, en fait, il y a Michel Drucker à France Télévisions qui me dit Natacha, c'est ce qu'il vous fallait partir pour faire enfin ce que vous aimez. Je vous donne 2 ans. Et je vais mettre 3 ans en fait pour y arriver, pour mener à bien la réalisation des enquêtes des héros de la nature. Donc, il va diffuser sur France 3 et France 5. Et pendant, voilà, pas loin de 10 ans, je vais parcourir le monde pour filmer les guépards, les orangs-outans, les chauves-souris. Et ça va être magnifique parce que c'est ainsi que je vais développer mon intuition. Quand tu dis que tu as développé ton intuition, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'en fait, je suis en Ouganda, je filme les hippopotames et mon caméraman, et là, les hippopotames, ils bougent pas, ils attendent la nuit pour sortir. Bon, c'est très, très monotone. Et puis tout d'un coup, je lui dis, tu vois, la maman hippopotame, il y a une trentaine d'hippopotames. Je dis, la maman hippopotame, là, qui est sur le côté, là, elle va se lever et elle, son petit qui va la suivre et ils vont partir dans cette direction. Donc, il positionne sa caméra dessus, puis effectivement, elle se lève, son petit aussi, et il part dans la direction. Et il se tourne vers moi, il me dit, comment t'as fait ? Je dis, j'ai fait quoi ? Et il me dit, comment t'as fait là ? Elle me dit, je dis, j'en sais rien. Et là, je dis, bon, j'étais hippopotame dans une autre vie. Bon. Et c'est là, en fait, où je prends conscience, Charlotte, que en oubliant qui je suis, en me mettant tiges de savane parmi les tiges de savane, de la, voilà, eh bien, j'ai capté ce qui se passe autour de moi. Et je commence à partir de ce moment-là à renifler le monde, à me dire, l'univers, le monde, cette terre a quelque chose à me transmettre. Je peux le capter, on peut tous le capter. Si on calme l'ego, si on oublie un petit peu qui on est, si on est juste dans l'écoute, l'acceptation et l'ouverture vers l'autre, il y a des choses à comprendre et il y a des cadeaux à recevoir. Et ça va être fantastique. Et plus tard, je vais rencontrer Stéphane Alix, qui va devenir mon mari, un être exceptionnel. Et on va partir ensemble au Pérou, rencontrer les Indiens Shipibo.
Et je vais là aussi à la rencontre des plantes maîtresses, ce sont des plantes enseignantes, comme ils expliquent, encore développer mon intuition, cette fois-ci avec le monde végétal. Donc après le monde animal, le monde végétal. Et là, ça va m'ouvrir mais vraiment mes perceptions au point même que, d'ailleurs, je ne sais pas moi qui m'en rends compte, c'est mon producteur, le producteur de Mona Lisa, Thierry Béraud, qui me dit, chaque fois que tu te lances sur un projet, ça devient, il me dit, tu fais un film sur les abeilles, enfin, tu te renseignes, 11 mois plus tard, il y a l'hécatombe sur les abeilles, tu fais un film sur l'autisme, 6 mois plus tard, ça devient grande cause nationale, etc., etc. Et en fait, c'est comme si j'avais un peu d'avance, intuitivement, tout simplement. Et tu penses que tout le monde a le même, a la capacité d'avoir le même degré d'intuition? Oui, à partir du moment où on se relie à quelque chose de plus grand que nous. Et qu'est-ce que c'est quelque chose de plus grand que nous? C'est l'invisible. Ce sont des forces invisibles. Ce sont les arbres. Les arbres ont 350 millions d'années. L'humanité n'a que 5 millions d'années. Se relier à un arbre en conscience, lui parler, ça a l'air complètement stupide ce que je dis. Mais pourtant, c'est quelque chose qui est fait par les chamans et par des civilisations du monde entier depuis la nuit des temps. Ils considèrent, un peu comme je disais au début, en préambule, que c'est le lien entre l'invisible, entre les aïeux, et en rencontrant, voilà, que ce soit les bons au Cambodge, les différents chamans que j'ai rencontrés qui ont cette ouverture, et bien finalement, même si moi j'ai cette vision cartésienne, scientifique, qui est rassurante, qui me plaît, j'aime beaucoup que des choses inexplicables, le mystère soit aussi autour de nous, et que en acceptant de se relier à ce mystère, à ces forces invisibles, eh bien, on ouvre nos perceptions. Et voilà, l'amour, par exemple, j'aime Stéphane Alix, je peux pas le prouver, ça se voit pas. Et pourtant, c'est là, c'est une force qui, moi, me permet de décupler ma force. C'est exactement la même chose. Donc, voilà. Donc, on est tous capables à plusieurs degrés, mais en s'ouvrant, voilà, vers le monde invisible. Et dans la clé de votre énergie, par exemple, eh bien, à travers le protocole 10, j'explique comment se relier justement à cette force invisible. Et à travers le protocole 13, comment se relier à l'énergie du lieu. Ce sont des atouts qui sont utilisés notamment, par exemple, en Orient, Chine, Japon, Inde, qui font partie du top 5 des pays les plus riches au monde. Personne ne prend une décision sans se relier à l'énergie du lieu. Et nous, on ne le fait rien. C'est dommage. C'est une belle occasion d'avoir plus de force, d'avoir des intuitions, et parfois se dire « Waouh, je viens d'avoir une idée incroyable !» Moi, je considère que ce n'est pas mon idée. C'est une idée que l'on m'a soufflée. Ça ne vient pas de moi. Ouais, c'est quelque chose de plus grand que nous. Voilà. Ouais. Et dans ton histoire, donc du coup, tu deviens donc reporter, une reporter documentaire, enfin de reporter documentaire connue, mais tu n'exploses pas comme tu devrais, entre guillemets, être dans la lumière. Alors à cette époque-là, en tant que réalisatrice, je suis une des rares réalisatrices femmes. Dans mon milieu, les gens reconnaissent mon travail, j'ai pas mal de presse, etc. La question, elle va venir au moment où je commence à écrire mon premier roman, Le Testament des abeilles, puis ensuite Le voile des apparences, Les racines du sang, et où là, je les écris en disant, finalement, quand j'ai écrit Les héros de la nature, où je les ai réalisés, j'avais le sentiment de ne toucher que finalement les gens qui étaient déjà convaincus. Et toujours avec cette idée de cyclamen, entre guillemets, de répandre ce que j'apprends, ce que je découvre et ce qui me nourrit intellectuellement et moralement, eh bien, je me dis comment je peux toucher le plus grand nombre. Et je me dis, je vais écrire du polar. Parce que du coup, les gens viendront chercher des intrigues policières. Je vais me rapprocher de la crime, du 36 quai des Orfèvres. Mais là, il n'y a pas l'écho finalement que j'en attends. Et si, là où tu as raison, c'est qu'on va réaliser les enquêtes extraordinaires avec Stéphane.
Et là, c'est vrai que je me sens complètement invisible. Mais voilà. Mais en tout cas, donc j'ai le sentiment que professionnellement, parce que sur le plan personnel, j'existe complètement, il n'y a pas de souci. Et sur le plan professionnel, j'ai le sentiment de ne pas avoir de reconnaissance de mes pairs, de ne pas être visible. Voilà. Bon. Et je le vis mal. Je le vis mal parce que je me donne beaucoup, beaucoup de mal et voilà, et je le vis mal. Mais j'ai pas de solution. Je fais du développement personnel, comme on m'explique, voilà, comment dire, les différentes choses de visualisation. J'essaye plein de choses et ça marche pas. Et il va me falloir finalement une série d'épreuves vraiment costauds sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, il y a des anciennes histoires qui reviennent et qui c'est très dur. Sur le plan des deuils, voilà, je perds plusieurs personnes, et ça va se terminer au bout de 4 ans par un problème de santé, une double hernie discale qui m'empêche de bouger. Il n'y a plus pas une position où je me sens bien, et c'est vraiment, il me faut la maladie entre guillemets pour ouvrir les yeux sur le fait que je vais pas bien et pour m'inciter à chercher des solutions, parce que sinon j'en ai pas. Et la chose troublante, c'est que c'est en cherchant une solution pour me guérir physiquement, ma double hernie discale, mais aussi psychiquement, parce que je vais très mal, que finalement, ma visibilité, by the way, en tout cas, par effet rebond, va venir. Mais au départ, c'est pas ça que je recherche. Au départ, c'est comment je fais pour m'en sortir, pour aller bien, pour me sentir bien dans mon corps, pour ne plus souffrir, et puis pour avoir un peu de sérénité sur le plan du quotidien, quoi. Donc c'est vraiment en cherchant des solutions pour aller mieux que ma visibilité va venir. Et du coup, ça, comment tu l'expliques? Alors ça, en fait, ce qui va se passer, c'est que comme j'ai tout essayé, en premier lieu, d'aller voir un médecin qui me diagnostique la double hernie discale, qui me donne un myorelaxant, un anti-inflammatoire, ça permet de résoudre les choses en partie. Et heureusement. C'est-à-dire que si j'avais plus mal, allez hop, youpi, on continue à faire ce qu'on fait d'habitude et on se met pas en question. Et voilà. Et la chance que j'ai, c'est que ce qu'on va me proposer comme solution n'en vient pas à bout. Et là, je vais effectivement me rappeler que j'ai interviewé quantité de chamans, d'énergéticiens pour les enquêtes extraordinaires, de médiums, et que j'ai pris des notes sur leurs techniques. Et comme j'ai plus rien à perdre, je vais les mettre en pratique. Et ça marche de manière fabuleuse. Ma double hernie discale, je m'en libère au bout d'1 mois et demi, sans me faire opérer. Avec les différentes techniques que j'ai apprises. Mais là, j'y crois pas encore, je suis dubitative, le côté cartésien est là, et je me dis, c'est du bol. Stéphane me dit, partage ça dans un livre. Je dis, mais enfin, je vais pas partager dans un livre ma propre expérience, ça n'a pas de sens. Mais n'empêche qu'il plante une graine à l'intérieur de moi. Je me dis, c'est vrai que, si jamais ça marchait pour d'autres personnes, ça vaudrait le coup. Et là, des personnes autour de moi vont me solliciter alors que je leur demande rien, des voisins, des cousins, des copains, des potes professionnels, des voisins d'amis. Natacha, est-ce que tu peux aider ma fille qui a tel problème, mon fils, machin, etc. Bon. Je suis journaliste, moi, au départ. Pourquoi on vient me chercher? Je ne comprends pas. Alors, je vais partager avec eux ces techniques et je suis très surprise de voir que ça marche aussi pour eux. Donc là, je me dis, c'est plus le hasard. Statistiquement parlant, je ne peux plus me réfugier derrière ça. Et donc, je vais transformer ces rituels chamaniques en protocole pour que ça soit digérable, acceptable. Et je vais avoir à cœur de les expliquer sous leur forme scientifique. Par exemple, le protocole 9 de consolation qui permet de réembellir le passé quand on a vécu des choses difficiles, notamment sur le plan de l'enfance, eh bien, il se repose sur les travaux de Giacomo Rizzolatti, qui est un médecin, chercheur de l'Université de Parme, et qui a montré que nous avons des neurones miroirs à l'intérieur de notre cerveau
qui permettent finalement à notre mental de ne pas faire la différence entre quelque chose de vécu et quelque chose de imaginé comme étant réel. Et donc, voilà, j'explique scientifiquement parlant comment faire le pont finalement entre quelque chose qui a l'air bizarre, je réembellis le passé. Imaginons que j'ai fait une erreur quand je suis petite, 4 ans, je me reçois une baffe, il y a des mots derrière qui sont très durs, et derrière, je me sens coupable, je me sens nulle, et quelque part au fond de moi, sans même le vouloir, sans même en avoir conscience, eh bien, cette petite culpabilité de quelque chose qui est dérisoire fait que je me sens pas légitime, que je n'ai pas, que j'appuie sur la pédale de frein, que je crée un autoblocage et que je m'empêche de rayonner sans même le savoir, voilà. Et que finalement, en revisitant cette période du passé, grâce à nos neurones miroirs, en imaginant que la personne qui nous a donné la gifle a dit excuse-moi, je me rendais pas compte de ce que de l'impact que ça aurait sur ta vie, mais tu sais, si j'ai réagi comme ça, c'est parce que je souffrais. Mon travail, je l'aimais pas. Et quand je rentrais, j'étais aigrie. Et j'ai réagi comme ça, mais c'était pas ta faute. C'était la mienne. Pardon. Voilà. Et en réembellissant comme ça le passé, eh bien, ça va avoir un effet très positif sur notre vie. Voilà. Et donc, j'essaie d'expliquer les choses de manière rationnelle pour rassurer notre mental, parce que moi, la première, au début, je me disais, mais c'est n'importe quoi, ces trucs. Et voilà. Mais la bonne nouvelle, c'est que du coup, on n'a pas besoin d'y croire pour que ça marche. Ouais. Et tu as eu beaucoup de détracteurs quand tu as sorti le livre? Non, personne. Mais personne. C'est pas venu jusqu'à moi. Ouais, ou tu les as pas vus. Ou je les ai pas vus. Ouais. Mais non, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que la clé de votre énergie est sortie quelques semaines avant le confinement. Donc, j'ai pas pu être interviewée, presse, télé, radio, néant. Et en fait, il y a eu que du bouche à oreille. Les personnes qui l'ont lu se sont dit waouh, mais moi, ça va m'aider. Il y a des personnes qui, même sans faire les protocoles, m'ont dit mais moi, ça change ma façon de voir les choses. De se dire finalement que on peut hériter d'une épreuve vécue par nos parents et que ça peut impacter notre vie. Imaginons une femme, on a tous dans nos lignées une femme qui a dû la fermer parce qu'il y avait trop d'autorité par ailleurs, parce que finalement c'était se mettre en danger, ou quelqu'un qui, par exemple, a vécu des attouchements, de l'inceste, des viols, et qui, ou même la guerre, tout simplement la guerre, la Première Guerre mondiale ou la Deuxième Guerre mondiale, où finalement être invisible, c'est vivre. J'ai des frissons, ça parlera à quelqu'un. Être invisible, c'est vivre. Et nous, on se dit, purée, mais j'ai l'impression que si jamais je m'expose complètement, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui me dit, je suis en danger. Et si, en me mettant en avant, on m'accablait, ou on vient me chercher des poux, et ben, cette peur-là, elle est pas fondée sur de l'expérience. Elle peut-être, ça fait partie de ma lecture. Après, il y en a d'autres. Hein. J'oblige personne à penser comme moi. C'est ma lecture, le transgénérationnel. Voilà. Et c'est pas moi qui l'ai inventé. Je suis en train de découvrir Anne Ancelin Schnunzenberger, à mes aïeux. Bon, je l'ai pas lu encore. C'est mon prochain livre. Elle fait partie de ceux qui l'ont inventé. Je l'imagine. Voilà. Eh bien, cette lecture, elle est fabuleuse parce que elle permet, de comprendre qu'on n'est pas nul, donc de cesser de culpabiliser en disant j'y arrive pas. Ensuite, de se dire si c'est un fardeau émotionnel hérité, je peux m'en libérer, absolument. Avec le protocole 7, libération des liens émotionnels, si c'est quelqu'un que vous n'avez pas connu, par exemple, si c'est l'arrière-grand-mère qui a subi la guerre et qui se cachait pour vivre, eh bien voilà, ton invisibilité, c'était une raison de vie ou de mort, mais moi, c'est pas mon épreuve, je m'en libère comme je peux t'en libérer.
Et si c'est notre maman, par exemple, qui a dû avoir beaucoup d'autorité, qui a subi l'autorité d'un père ou d'un mari, eh bien, tu l'as fermé, tu disais rien ou tu dis rien parce que pour toi c'est compliqué. Mais moi, je veux que ma parole soit entendue. Et donc là, on va faire un protocole 6+, parce que ce sont nos parents et ils nous ont pris de l'énergie aussi, qu'ils le veuillent ou non. Parce que quand on est fatigué, quand on souffre, ben on prend l'énergie à notre entourage. Voilà. Et donc, en faisant ce protocole de libération émotionnelle et de reset énergétique, le protocole 6+, avec nos parents, et en disant, en expliquant que c'est leur fardeau et que c'est pas le nôtre, on va pouvoir s'en libérer. Et il peut y avoir des fulgurances. Moi, quand je fais j'ai ce protocole-là, enfin ce rituel vient à moi, je dis rien à personne et je le fais avec ma grand-mère qui était invisible, totalement invisible. Et le lendemain, j'ai les médias qui ont pris contact avec moi. Alors, le lendemain, c'était comme un encouragement, Charlotte. Mais n'empêche que ça n'a pas tout résolu. C'est-à-dire que je suis à nouveau retombée dans l'oubli après. Pourquoi? Tout simplement parce que je n'avais pas visité l'ensemble des personnes de ma famille dont j'avais hérité ce genre de fardeau. Et tu vois, par exemple, il m'a fallu du temps pour réaliser aussi que oui, il y a aussi certains hommes, et dans ma famille, il y en avait deux, tu vois. Il y avait deux hommes dans ma famille qui étaient complètement sous le joug de leur femme, bouffés, et par la belle-mère en plus, tu vois. Mais pas droit d'expression au point même que sa paternité, il peut pas faire ce qu'il veut, tu vois. Et nos projets, tu vois, toi, ton podcast, etc., c'est nos bébés. Donc, c'est là où c'est compliqué et c'est pour ça que j'ai écrit Trouver ma place. C'est parce que c'est compliqué parfois de comprendre le lien entre le fait que je suis invisible, ou en tout cas je n'ai pas autant la visibilité que j'ai, et le fait que mon grand-père n'avait pas sa paternité, le lien au secours, tu vois. Et donc, dans Trouver ma place, j'ai eu à cœur de faire le lien entre chaque situation pour essayer de comprendre et de chercher. Voilà. Tiens, moi, je vis ça. Je vais chercher. Et du coup, il y a toute la liste des choses qui peuvent arriver pour comprendre comment on peut s'en libérer. Et ça change vraiment la vie. Et si aujourd'hui, si tu veux, j'ai autant de visibilité, eh ben, c'est juste parce que je me suis libérée de fardeaux émotionnels qui ne m'appartenaient pas. Et du coup, comment tu l'as vécu là, cette mise en lumière quand ton livre est sorti et qu'il y a eu autant de retours positifs et puis autant d'achats? Parce que là, je sais plus à combien il est vendu, le premier, donc La clé de votre énergie, mais c'est incroyable. Oui, c'est incroyable. C'est incroyable. Trouver ma place est aussi un succès phénoménal. Ça m'a fait vraiment plaisir. Et surtout, je dirais que ce qui est fabuleux, en fait, pour moi, c'est de me dire que j'ai écrit ce livre pour que les personnes deviennent autonomes, qu'elles puissent reprendre le pouvoir voilà, sur leurs épreuves, qu'elles soient voilà, diverses et variées. Et autant de personnes, finalement, qui sont heureuses et qui en parlent autour d'elles, j'ai l'impression d'être à ma place, pour le coup, et, euh, et de réussir voilà, à répondre, tel un petit cyclamen, des moyens qui m'ont aidé. Moi, ça m'émeut beaucoup parce que c'est quelque chose que, voilà, j'ai vraiment le sentiment que, voilà, c'est pas, je le ramène pas à moi, je le ramène en disant, oh, tous ces gens qui vont prendre leur vie différemment, qui vont être acteurs de leur vie, qui vont pouvoir changer des choses, ça prend du temps. Il y a des fulgurances, mais il y a d'autres choses qui prennent du temps. Et, euh, et c'est beau, quoi. C'est beau. Et je me dis, bah, ouais, une certaine fierté quand même, une certaine fierté de me dire, euh, je suis passée par des épreuves, tout le monde en vit. Ça a été compliqué, j'ai beaucoup pleuré.
ça valait vraiment la peine. Ça valait vraiment la peine parce que quand je vois combien ces livres aujourd'hui font du bien, ben, je me dis, ouais, ben, merci à à ceux qui m'ont fait du mal, merci, euh, merci, parce que je ne serais pas là aujourd'hui. On a fait un live hier sur le pardon. C'est vraiment ça, voilà, sur Instagram. C'est ça, c'est tout d'un coup, on se rend compte que sans l'adversité, alors ça ne veut pas dire comment dire, qu'il faut vivre des horreurs pour aller bien, mais ce que je veux dire, c'est que sans l'adversité, on ne cherche pas de solution. On est flemmard, moi, j'aurais continué ma vie sans me poser de questions, quoi. Donc, je serais pas là aujourd'hui si j'avais pas autant vécu des choses difficiles, quoi. Ouais. Et là, du coup, tu as sorti récemment mon cahier d'énergie, donc en version, une version beaucoup plus petite et beaucoup plus, on va dire, Oui, ludique. oui, c'est un cahier de vacances. C'est un cahier de vacances, donc c'est vraiment quelque chose que je l'ai fait parce que il y a beaucoup à la fois de messieurs ou parfois de dames qui me disent oh là là, j'ai pas réussi encore à me lancer dans les protocoles, et je me dis que finalement c'est la première étape parce que c'est que des choses très simples. On n'a même pas besoin de se poser questions comment purifier nos pensées, comment renouer avec notre âme d'enfant. Il y a des choses simples à faire, c'est ludique, et on n'a pas besoin de chercher des choses dans l'enfance, on n'a pas besoin de remuer les choses compliquées. On va faire des petits rituels qui commencent par des jeux, et on va dire que c'est la première marche, si tu veux, pour finalement aller mieux. Mais on n'a pas besoin de voilà, se lancer dans le développement personnel. J'ai beaucoup de jeunes, tu vois, je pense que la clé de votre énergie a beaucoup été offerte par des mamans à l'heure, filles ou garçons. Et du coup, j'ai beaucoup plus de jeunes, mais 20, 21, 22, 23, 24, 25. C'est impressionnant le nombre de jeunes qui maintenant me suivent. Et, euh, et bah, je me dis que du coup, voilà, ce petit cahier d'énergie, ce cahier de vacances, c'est aussi un moyen pour eux d'appréhender finalement ces forces invisibles de manière différente, mais de manière rigolote. Voilà. Euh, et en essayant de se reconnecter à la joie. Euh, En fait, quand on vit du stress, notre corps libère du cortisol, et ce n'est pas parce que le stress est terminé, l'épreuve est terminée. Ça peut même être, par exemple, tu vois, imaginons, je sais pas moi, la réflexion d'un patron qui nous dit ouais, ce que tu as fait, c'était pas super, franchement, je trouve que en ce moment, ce que tu fais, c'est pas top. Bon. Énorme stress. Donc, le corps, il envoie du cortisol c'est l'hormone qui lutte contre le stress. Sauf que toute la journée, on va penser à la réflexion du patron. La nuit aussi, le lendemain, etc. Et donc, le fait d'y penser, ça continue de libérer du cortisol. Et le cortisol, il a un effet sur notre corps, c'est qu'il empêche certaines protéines de se répliquer. Et donc, et notamment des protéines qui permettent à notre corps d'aller bien, de se soigner, voilà. Bon. Et donc, si tu veux, l'important de renouer avec le bien-être, de libérer nos pensées, nos petits vélos dans la tête, dont on est particulièrement friandes, nous les femmes. Enfin, c'est pas qu'on en est friandes, mais on est le petit vélo dans la tête, ça nous connaît. Bon, bref. Ou les films en quadrille. Bon, bref, on se fait des vrais films parfois. Eh bien, réussir à se libérer de ça, c'est arrêter ce cortisol et faire venir l'endorphine, qui est l'hormone du bonheur, de la joie, et ça change tout. Voilà. Et donc, je propose dans ce petit cahier de se reconnecter effectivement à la joie, à notre âme d'enfant, pour se sentir bien. Voilà. Et donc, il y a des choses à créer.
il y a des choses à imaginer, il y a des petits jeux où on va laisser il y a une forme de jeu de loi qui permet de comprendre les messages de notre inconscient. Enfin voilà, je me suis bien amusée à le faire. Et aujourd'hui, du coup, tu fais plus du tout, tu t'es consacré à 100% à l'écriture et aux conférences, ou est-ce que tu fais encore des documentaires? Non, je ne fais plus de documentaire du tout. Plus du tout. Non, malheureusement, j'aimerais bien y revenir. J'aimerais bien y revenir. Ça me manque. Ça me manque. Mais l'écriture a vraiment pris effectivement tout l'ensemble de mon temps, ouais, en effet. Et tu fais aussi un grand nombre de conférences? Oui, beaucoup de conférences, j'ai beaucoup de demandes, je peux pas aller partout. Maintenant, pour pas trop créer de frustration, je vais dans les salles où il y a minimum 450 places, 500 places, parce que sinon on refuse des gens et voilà, c'est pas super. Donc j'adore rencontrer le public, aller aussi sur des salons du livre, ça aussi j'aime bien rencontrer les gens. Comment t'écoutes ton intuition? Je l'écoute tout le temps. Je l'écoute tout le temps. Dès que j'ai une idée qui est intéressante, je pars du principe que c'est mon intuition, c'est-à-dire que c'est cette force, cette énergie qui parle à mon oreille, qui n'est pas de moi. Et hier, je ramène mon fils à la gare et je prends un chemin que je prends jamais. Je tourne à droite. Et mon fils me dit, pourquoi tu passes par là? Je dis, oui, tu as raison, je ne sais pas pourquoi. Il me dit, bah, fais demi-tour. Hop, on fait demi-tour, on part dans l'autre sens pour retrouver l'autoroute. Bon. Et ben, on arrive face à l'autoroute, fermée. Je ne pouvais pas passer par là. Donc, il fallait que je refasse demi-tour pour repasser dans la route de l'autre côté. Donc, voilà, si j'avais suivi mon intuition, je serais partie là-bas, on aurait gagné du temps, on a failli rater le train. Donc, on a beaucoup ri. J'ai conduit un peu vite. Voilà. Donc, si j'avais écouté mon intuition, on serait parti dans la bonne direction. Et c'est parce que mon fils m'a dit, voilà, du coup, je l'ai écouté. Voilà. L'intuition nous mène toujours dans les bonnes directions. Comment tu célèbres tes réussites? En prenant du temps à ne rien faire et à faire des plantations, en fait. Mon mode de méditatif, savourer la joie, savourer le bonheur, de faire du bien, d'être reconnu pour ça, eh bien, instantanément, je vais dans mon jardin, je prends mes gants pour mettre les mains dans la terre, et puis je vais faire des plantations. Voilà, j'ai l'impression que revenir à la nature, à celle qui finalement me nourrit, eh ben c'est la moindre des choses, mais c'est vraiment mon plaisir méditatif. Voilà, je vais chercher ma petite bêche, je fais des choses, je plante, je nettoie, je me promène dans la nature. C'est vraiment comme ça que je célèbre. Oui. À quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi? Très vite. Très, très vite. Très, très vite. Très, très vite. Je n'ai jamais douté que j'arriverais à avoir un objectif, que j'arriverais à mener à bien mon objectif. Tout le monde autour de moi s'est mis à douter. Tout le monde, absolument tout le monde. Les rêves de Natacha. Et quand j'y suis arrivée, eh bien, il y en a beaucoup qui m'ont dit, ça m'a fait mal d'ailleurs, qui m'ont dit, tu sais, maintenant je peux te le dire, j'y ai jamais cru. Beaucoup, beaucoup. Et des personnes où on n'attend pas ça d'elles. Voilà. Ça fait mal. Mais bon, c'est humain. Elles n'ont pas cette vision, donc c'est normal qu'elles n'y aient pas cru. Oui, après tu te dis parfois, ça ne sert peut-être pas à grand-chose de le dire. De dire quoi? De te dire, je pensais que tu n'y arriverais pas. Oui, en effet. Bon, c'est honnête. Mais voilà, bon, en tout cas, oui, tu as raison. Mais bon, en tout cas, c'est très vite. Pour qu'on m'ait dit qu'à 4 ans, j'avais envie de sauver, enfin, tu vois, je pense très, très vite. J'en ai pas la mémoire, voilà. Ouais. Mais j'ai jamais dit, j'ai jamais pensé,
à je veux être célèbre, je veux être connu. J'ai jamais pensé dans cet état d'esprit. Jamais, 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 jamais. Ça n'a jamais été la finalité. Au contraire, mon réflexe est souvent de me dire être connu pour mon travail, oui, mais par contre être connu machin, non, ça m'est égal. Et je suis dans troupeaumé.com en pleine campagne, c'est pas pour rien. Donc, voilà. Pourquoi pas moi, c'est arriver à ma mission de vie. Ouais. C'est quoi pour toi la réussite? C'est ça. C'est arriver à sa mission de vie. C'est comprendre quelle est sa mission de vie et ne pas douter qu'on va y arriver. Et réussir, c'est se dire je vais réussir à. Voilà. Là, par exemple, tu vois, j'ai d'autres rêves. C'est adapter mes romans pour la télé ou pour le cinéma. Voilà. Je n'ai aucun doute que je vais y arriver. D'ailleurs, des choses qui sont en cours déjà. Mais je voudrais moi-même réaliser et faire les choses. Voilà. J'ai aucun doute que je vais y arriver. Et la réussite, c'est quand j'aurai franchi cette étape-là. Voilà. Entre autres. Mais il y en a eu d'autres avant, voilà. Oui, de toute façon, si on n'a plus de rêves, on n'avance pas. Il faut toujours avoir des nouveaux. On a tous une bonne quantité de rêves en soi et qui n'ont qu'à être réveillés. Voilà, il faut prendre ses rêves au sérieux. Qu'est-ce que tu penses que la petite Natacha de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui? C'est bien. C'est bien, ce que tu as fait, bien. Ça fait l'émotion. C'est bien, ouais. C'est bien. C'est bien, mais c'est pas fini. Ouais. Tu peux faire mieux encore. C'est bien, voilà. Quand tu dis que tu peux faire mieux encore, c'est que tu peux aider encore plus de personnes? Oui. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ouais. On dit que quand on fait des choix, on a des renoncements. Tu t'en parlais tout à l'heure sur l'aspect financier pour devenir un journaliste documentaire. Aujourd'hui, est-ce que tu as encore des renoncements et des choix du coup? Il y a des choix. Oui, il faut toujours, bien sûr. Tu vois là, par exemple, le livre que je suis en train d'écrire, qui n'était pas prévu, m'empêche d'écrire un roman qui est prêt à être écrit depuis 3 ans. Bon, j'ai hâte de venir à ce roman. Donc, pour l'instant, j'y ai renoncé et ça viendra plus tard. C'est une histoire de step by step. Voilà, donc on y va étape par étape. On renonce à certaines choses pour le moment. Et puis, ça viendra après. Je dirais qu'il faut jamais renoncer. Il faut jamais renoncer. Il faut se dire que si c'est pas le moment, ça viendra plus tard. Quelles sont tes plus grandes peurs aujourd'hui? Je crois que j'ai pas de peur. J'en ai plus. J'ai pas le sentiment d'avoir de peur en moi. Non, parce que finalement, il y a plusieurs personnes qui sont mortes autour de moi et, et la mort, même si c'est atroce, finalement, c'est le choix de l'âme de la personne. Il faut le voilà. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses et quand ça sera le moment pour moi, je pense que je serai prête. Donc très objectivement, je pense pas avoir de peur. Même sur le plan professionnel, par exemple, si tout devait s'arrêter aujourd'hui, ce que j'ai fait, je trouve que c'est, comme dirait la petite Natacha de 6 ans, c'est pas si mal, c'est bien. Donc voilà, je peux vivre avec pas grand-chose. Donc voilà, non, je pense pas avoir de peur. De quoi tu es la plus fière aujourd'hui? D'avoir mené certains rêves au bout,
d'avoir, de recevoir tant de remerciements de personnes dont la vie a changé grâce au partage de ce que j'ai fait. Parce que tu vois, j'aurais très bien pu garder un certain nombre de techniques et puis les distiller petit à petit en faisant un livre, puis un deuxième, puis un troisième. J'ai des thérapeutes qui m'ont dit, tu t'es gardé des choses pour faire des ateliers et puis les vendre hyper cher. Je dis, bah non, les gars, j'ai tout donné là. Voilà, donc voilà, ce partage-là, d'avoir partagé tout ce qui m'a aidé. Après, ça peut parler ou pas parler aux gens, peu importe. Moi, j'ai tout donné et chacun fait ce qu'il veut avec ça. Voilà. Si tu croises quelqu'un là qui est au relais à la gare et qui voit qu'il y a tes 3 livres qui sont en tête de gondole et qui te dit mais tu n'en es là que grâce à de la chance, qu'est-ce que tu as envie de lui répondre? Oui, il y a de la chance. Oui, il y a de la chance. Et la chance, c'est aussi apprendre à la saisir en développant ses intuitions et en la regardant. Parce que parfois, on va voir passer des choses devant soi, puis on va pas les saisir parce que on n'en a pas la force, on s'en donne pas le courage, ou même on la voit pas du tout. Voilà. Et donc, oui, il y a de la chance, euh, mais pas que. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de travail. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'épreuves. Et puis, une envie de me remettre en question et de partager, je crois, j'espère, avec beaucoup de générosité les choses. Donc, on ne peut pas résumer ça à la chance. Et tes premiers romans, ils avaient été publiés par une maison d'édition? Oui, Albin Michel. Donc, Oui. du coup, c'est Albin Michel qui t'a toujours suivi depuis le début de… En fait, mes 2 premiers livres étaient chez Robert Laffont et ensuite je suis passée chez Albin Michel. Et mes romans, là, viennent de sortir au livre de poche sous l'égide de Polar Guérisseur. Euh, je vais te les montrer. La couverture est très belle. Le Testament des abeilles. Ouais. Et il y a 2 protocoles à l'intérieur à chaque fois. Il y a ensuite… Du coup, que tu as rajouté après? Oui, que j'ai rajouté après. Le voile des apparences, autour du deuil. Les racines du sang, celui-là, c'est autour des liens, justement, d'hérédité entre notre famille et nous. Et puis, les blessures du silence, qui est aussi un best-seller, et qui est autour de l'emprise et du harcèlement. Voilà comment Je mettrai de toute façon tous les liens sur le blog. C'est normal. Voilà. Et donc, ils sont en poche, donc du coup, hyper accessibles à 8 euros. Et ils sont depuis le mois de mai disponibles. Donc, je suis très contente. Super. Ouais, c'est chouette de pouvoir les voir accessibles pour un plus grand nombre. Voilà. Et donc, ils ont une nouvelle vie. Et voilà. Et beaucoup plus de visibilité aussi, du coup. Oui, forcément. Voilà. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir et du coup que tu aimerais donner aujourd'hui? Ça sera parfois dur, mais ça vaut le coup. Et considère que dans chaque épreuve se cache un cadeau que tu ne comprendras que plus tard. Je ne sais pas si tu connais Christine Michaud. Non, ça ne me dit rien. Alors, Christine Michaud, c'est une Québécoise qui a une histoire incroyable que j'ai eu la chance de pouvoir interviewer. Christine, elle était, si mes souvenirs sont bons, elle était avocate et un jour, elle était en voiture, rideau, incapable de démarrer au feu. Elle était complètement tétanisée et il s'avère qu'elle faisait un burn-out. Et donc, elle a eu une grosse phase de dépression. Et puis, je te le fais en cours. Elle a fini présentatrice à la télévision québécoise. Elle est devenue très, très célèbre. Et elle s'est formée à la psychologie positive à Harvard. Et aujourd'hui, elle a écrit des livres qui sont des best-sellers et qui sont chez Erol, je crois. Et elle donne des conférences. C'est vraiment une femme exceptionnelle. Et Christine, elle appelle ça les cadeaux mal emballés de la vie, où chaque épreuve, il y a c'est un cadeau, mais qui est très mal emballé parfois. Ah, c'est joli comme formule. C'est très joli comme formule. Oui, oui. Mais systématiquement, il se cache. Voilà. Mais on comprend beaucoup plus tard. C'est ça. Clairement, moi, clairement, je vois, si j'avais pas fait mon burn-out, on serait pas face à face aujourd'hui en train de se parler.
Mais bien sûr, et pour ton information, le burn-out est en lien avec la blessure d'injustice. Pourquoi? Parce que cette blessure-là, comme toutes les autres blessures, en fait, les gens nous la font vivre, on vit de l'injustice, nous on fait vivre de l'injustice aux autres et on fait vivre de l'injustice à soi-même. Et l'injustice à soi-même, ça se consiste en quoi? C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte qu'on est en train de s'épuiser et qu'on va aller dans le mur. Et donc, toutes les personnes qui ont la blessure d'injustice, Tu te moi sens aussi, concernée? Ouais. eh ben, si tu veux, on se rend pas compte, on peut avoir beaucoup d'énergie et on se rend pas compte qu'on en perd parce qu'on est injuste envers soi-même. Et donc là, eh ben, l'intérêt, c'est effectivement d'aller voir dans notre famille qui a vécu de l'injustice, quel que soit le domaine. Est-ce que c'est la perte d'un enfant? Est-ce que c'est une fausse couche? Est-ce que c'est un mari qui nous a trompés? Est-ce que c'est un viol pendant l'enfance? Est-ce que c'est d'avoir été mis en, comment dire, en pension alors qu'on était petit? Est-ce que c'était d'avoir reçu trop d'autorité et de ne pas avoir parlé? En tout cas, on va chercher dans notre famille qui a vécu la blessure d'injustice. Est-ce que c'est d'avoir tout perdu, d'avoir pris une entreprise et puis d'avoir tout perdu? Voilà, peu importe. Et on va faire donc des protocoles libératoires avec ces personnes, les unes après les autres, en disant, tu as vécu ça. Et moi, dans ma vie, j'ai la blessure d'injustice parce que j'ai vécu un burn-out. Et donc, c'est terminé, je m'en libère comme tu peux t'en libérer. Voilà. Et ça, en faisant ce travail, tu vois, ton burn-out, alors effectivement, t'as aidé, mais en prenant conscience que finalement, cette blessure d'injustice, eh bien, elle est héritée de ta famille, tu vas aussi te libérer de choses qui pourraient arriver sur le plan de l'injustice, en disant, bah, je fais tout ce qu'il faut, mais injustement, tu vois. Et comment tu fais du coup pour chercher quelles sont les personnes dans ta famille? Alors, spontanément, il y a des gens qui viennent en tête quand tu dis ça, mais est-ce que tu fais un espèce d'enquête pour savoir sur quelle personne regarder de la famille? Alors, tu vois, c'est pour ça que dans Trouver ma place, j'ai proposé en premier lieu de remplir un tableau sur, tu vois, et où je mets plein de cas et tout ça, pour justement, voilà, quelles épreuves vous avez vécues, quelles épreuves ont vécu les parents, parce que 90% du boulot se font avec le père et la mère. Ok. Et après, eh bien, tu vois, par exemple, je vis de l'injustice sur le plan de mon travail, donc bah, il y a tout un chapitre sur le plan du travail, et là, on va noter, il est noté toutes les correspondances, si tu veux, sur au niveau de l'injustice. Tu vois, il y a un truc qui me vient là. Il arrive parfois que certaines personnes aient été enfermées psychiatriquement parlant à tort, tout simplement, alors, soit par malveillance, soit parce qu'elles avaient une forme de médiumnité et que ça a été pris pour la schizophrénie. Et la personne, elle a une sensibilité exacerbée, elle a envie d'exprimer sa réalité et on la prend pour une folle. Injustice. Et derrière, tu vois, j'ai la chair de poule. Et du coup, tu te dis. Donc, c'est pour ça que j'ai listé, tu vois, tous les cas pour dire, purée, j'avais pas pris conscience que l'arrière-tante, elle a été enfermée psychiatriquement et que peut-être c'était pas la schizophrénie, mais peut-être son mari voulait l'héritage ou peut-être que son mari, il la prenait vraiment pour une folle et il croyait l'aider. Parce que, bon, tu vois, il n'y a pas forcément de la malveillance. Bon. Et donc, cette histoire-là, eh bien, c'est de l'injustice à plein pot. Eh bien, en faisant le petit protocole 7 avec l'arrière-tante qu'on n'a jamais connue, ce déleste de poids phénoménaux, tu vois. Et parfois, en commençant ce travail, tu vois, sur notre famille, il y a des informations qui viennent. C'est ça qui est génial. Ah oui, c'est sûr. Qui est génial. Et tu vois, à travers les épreuves, moi dernièrement, j'en ai parlé, tu vois, à quelqu'un de ma famille, et comme ça, dans la discussion, elle me dit, ben, ça m'est arrivé. Tu crois que je le savais? Rien. J'étais au courant de rien. Ça m'est arrivé, et encore plus violent que ce que j'ai vécu. Donc, une fois que j'ai dit, c'était terminé, je me suis dit, protocole, tu vois. Protocole directement derrière avec en disant yes youpi, je vais pouvoir me libérer de quelque chose qui m'appartient pas.
C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, alors ça, je sais pas, parce que j'ai pas eu de mentor, tu vois ce que je veux dire? Donc, il y en a forcément, on sait forcément, je ne peux pas imaginer qu'on m'ait pas donné de conseils. Je dirais quand même que Stéphane Alix, mon mari, il a de très bons conseils. Là, il y en a pas qui me viennent, et ça fait 21 ans qu'on partage notre vie, et très souvent, il m'a conseillé des choses et ça tombait juste. Et justement, bah, le livre que je suis en train d'écrire, qui n'était pas prévu, c'est lui, c'est son idée. Et il m'a dit, tu devrais écrire ce livre. Et j'ai dit, mais waouh, c'est une idée géniale. Voilà. Donc, je dirais que c'est plus des idées, des choses comme ça que des conseils, mais ça devient quand même des conseils. Euh, Mon mari en fourmille, ouais. Et du coup, ce livre, quand est-ce que tu as l'intention qu'il sorte? Quand je l'aurai fini, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Pour l'instant, c'est trop tôt. J'en sais rien. À Au suivre. début, c'est-à-dire que là, je ne suis pas en phase d'écriture, je suis en phase de documentation et de recherche. Donc, c'est vraiment le Tu début. mets combien de temps, du coup, à peu près pour écrire un livre? Ça dépend, mais en règle générale, je peux mettre 4 mois, 6 mois de recherche. Là, ça fera un peu moins. Et puis ensuite, le plan, 15 jours et l'écriture, 4 mois à nouveau. D'accord. Ouais, c'est un sacré boulot. Oui. Ouais. Le roman, ça peut être plus. Ouais, Ça peut être 4 mois de plan avec avant une année de recherche euh, et puis 6 mois d'écriture. C'est quoi tes prochains défis? Ça va être la scénarisation de fiction. Est-ce que tu as un conseil lecture? Un conseil lecture, j'ai envie de dire Nos âmes oubliées de Stéphane. C'est pas parce que c'est mon mari, de Stéphane Alix, mais c'est un livre d'une profondeur incroyable. Il y a énormément de personnes sur cette planète qui ont oublié leur enfance. Zéro souvenir, 0,8 ans, rien. C'était son cas, c'est toujours son cas. Enfin, et, euh, et qui comprennent pas finalement que pourquoi dans leur vie il y a des choses qui vont pas bien. Et ce livre est un livre génial qui permet de comprendre que parfois, une amnésie traumatique, il s'est passé quelque chose et c'est ça qui a tout fait oublier. Et c'est un des premiers pas en fait vers la guérison. Et ce livre, moi, m'a bouleversée. Ouais, celui-ci, j'ai envie de vraiment de. Surtout qu'en plus, il sort en poche en octobre, je crois. Super. Donc, il est en grand format, mais il sort en poche en octobre. Nos âmes oubliées, ouais. C'est vraiment un livre puissant, très fort. Et puis, il y a aussi un autre livre. euh, il y a aussi un autre livre. Je ne me rappelle plus le titre, mais de Claire Barré, qui est une scénariste et chamane. BA2RE, vous trouverez. Un livre extraordinaire, vraiment génial. On va essayer de le trouver en direct. Comment je n'ai pas écrit Pourquoi je n'ai pas écrit de pourquoi je film n'ai sur pas, Sitting pourquoi je Bull? n'ai pas réalisé le film sur Sitting Bull. C'est ça. Voilà. Pourquoi je n'ai pas écrit de film sur Sitting Bull? Ok, ça Voilà. marche. Extraordinaire, ce livre. Du coup, toutes les personnes qui souhaitent en savoir plus sur toi, donc il y a tes 3 livres, enfin tes 3 livres plus les autres, mais donc du coup, enfin les trois plus récents plus les autres, donc on mettra le lien sur le blog. Et est-ce que tu as un site où on peut voir tes Oui, conférences? oui, sur mon site, il y a tout. Il y a des informations sur mon cursus et sur mes activités. www.natachacalestremé, sans accent.fr. Super. De toute façon, je mettrai le lien. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte? Merci à mon mari pour sa présence, sa générosité, son écoute, le fait qu'il me donne des ailes. Merci
à mon fils qui est pratiquement un enseignant pour moi. Merci à mes sœurs pour tout ce que voilà, pour tout ce qu'ils m'ont fait vivre de merveilleux. Et puis merci à mes parents qui m'ont donné la moitié de leur gène et qui ont fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Et pour finir, merci à tous ces lecteurs qui m'écrivent et mon Dieu que ça fait du bien. Merci à toi d'avoir invité. Avec plaisir. Un grand merci Natacha pour ce moment et puis bravo et merci pour tout ce que tu fais parce que clairement tu aides un très grand nombre de personnes et ça permet de regarder la vie avec un regard différent et c'est chouette et ça donne de l'espoir à beaucoup de personnes. Merci à toi Charlotte, vraiment, pour tout ce que tu fais, c'est super. Merci. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Si le podcast vous plaît, abonnez-vous à votre plateforme d'écoute préférée et laissez 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aidera énormément. En attendant, nous nous retrouvons demain sur la newsletter de Pourquoi pas moi et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.